Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, pour le face-à-face du jour, nous avons le plaisir de recevoir Didier Lemaire, qui était déjà venu l'année dernière pour son livre, donc Lettres d'un hussard de la République, aux éditions également de Robert Laffont. Didier Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et auteur de Petite philosophie de la nation, toujours aux éditions Robert Laffont. Bienvenue. Alors pourquoi ? Alors Didier Lemaire, bonjour, effectivement. Bonjour. D'abord, avant de parler de la petite philosophie de la nation, d'ailleurs elle n'est pas petite, hein. Moi je trouve que elle est grande cette philosophie, mais on en parlera très vite. Vous avez vu, on a reçu en première partie, on a parlé de cette enseignante qui donc avait demandé à une élève d'enlever son voile, comme la loi, le règlement le dit, et elle s'est faite pourrir par le grand frère qui l'a menacé carrément de lui démonter la figure, etc. Donc, encore et encore, vous aviez écrit, vous avez reçu cette très belle lettre d'un hussard de la République. Alors, effectivement, le pôle national valeurs de l'école de la République appelle les recteurs à se mobiliser pour contrer les tentatives d'entrave à la laïcité relayées sur l'Internet. Alors, voilà, les services centraux de l'éducation nationale, ils s'alarment. Mais on a l'impression à chaque fois que on retombe, c'est le rocher de Sisyphe, quoi. On monte et on retombe. Oui, je crois qu'il y a deux causes à cela qu'il faut distinguer. D'une part, la politique du gouvernement, qui est dans la continuité, c'est-à-dire toujours une forme de déni et une non-volonté de se battre contre ce fléau communautariste et islamiste. Et puis d'autre part, il y a un climat idéologique qui s'est répandu en France, selon lequel la laïcité, finalement, serait une forme d'oppression des minorités. Et cette idée... Presque un totalitarisme. C'est ça, et cette idée est répandue dans une grande partie de l'opinion, en particulier à gauche. Elle est travaillée d'ailleurs à la fois par les islamistes eux-mêmes, mais aussi avec leurs relais dans la gauche, qui font passer d'ailleurs les défenseurs de la laïcité pour des personnes racistes ou islamophobes, selon le terme consacré, et qui par là d'ailleurs leur posent une cible dans le dos. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une part de responsabilité, je pense, dans ce climat, parce qu'ils légitiment finalement l'idée que les hussards de la République, ou même les policiers, sont au service de l'oppression et de l'injustice, et non pas au service de la nation. Et donc oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de doxa, enfin heureusement pas partagée par tout le monde, mais partagée, qui consiste à dire, si vous êtes laïque, vous êtes réac. Vous êtes facho, enfin, ou en tout cas, vous êtes oppresseur. Mais comment, juste un mot, comment ça a pu se répandre comme ça, avec une telle efficacité, disons ? Il y a une vieille tradition quand même dans la gauche française et en particulier dans le marxisme. On oublie trop souvent que Marx était lui-même un philosophe antisémite et profondément raciste. Donc cette manière d'approcher l'homme, dans une partie de la gauche, du moins, de manière, je dirais, non humaniste, c'est-à-dire en pensant l'homme à partir de son identité donnée, elle existe depuis longtemps, et le clivage entre différentes sortes d'hommes, à l'intérieur des classes sociales, par exemple, est une façon de justifier une violence qui s'exerce contre les dominants. Oui. Alors effectivement, on va pas rester là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On en reparlera, y compris avec vous. Mais cette petite philosophie de la nation, votre livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, au fond, donc vous avez quitté l'enseignement pour les raisons que vous avez déjà données dans cette émission et ailleurs, et vous êtes mis à l'écriture et à réfléchir. Est-ce qu'il y a un lien quand même qui vous a amené, Didier Lemaire, à parler de nation, parce que vous avez l'impression que le concept de nation peut aider à, peut-être pas guérir, mais en tout cas corriger ou diminuer les maux MAUX dont nous parlions tout à l'heure.
Oui, d'abord, c'est un livre que j'ai écrit parce que je crois qu'il y a une part de frustration en moi de ne plus enseigner la philosophie, de transmettre l'esprit de réflexion et de Ça vous jugement. manque? Ça vous Oui, manque, ça me franchement? manque, Ouais. ça me manque, bien entendu, parce que c'est un métier extraordinaire, c'est un métier vraiment très beau que j'ai aimé de plus en plus. Pendant 20 ans, vous l'avez... Oh, beaucoup plus que cela. 30 ans, 20 ans à Trappes et Ouais. 20 ans de bonheur à Trappes parce que justement faire ce travail avec ces élèves qui sont dans une situation sociale assez difficile, c'était tout à fait gratifiant et pour eux et pour moi. Et D'accord. donc oui, j'ai passé de très belles années à Trappes, bon jusqu'à la Jusqu'à ce qui est dernière, passé, oui. oui, qui sont devenues effectivement difficiles. Et donc, la nation, vous dites, alors ça vous a fait écrire, enfin vous avez pris le temps. Oui, parce qu'en philosophie, c'est une notion qui a été finalement, je me suis rendu compte que c'était une notion qui était peu abordée. On traite de l'État, de la démocratie, mais on n'a pas de philosophe qui ait traité réellement ce concept. Donc, C'est étonnant, c'est assez étonnant c'est d'ailleurs. assez étonnant, oui. Ouais. Oui, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, et de même aussi en histoire, il y aurait peut-être une histoire des nationalismes à faire, ou une histoire de ce concept que moi je ne suis pas du tout capable de faire, je ne suis pas historien, je travaille sur les concepts, et je m'interroge, je me suis posé beaucoup de questions dans ce livre. Alors c'est quoi, pour vous, philosophe, c'est quoi la nation? D'abord, comment la définir vraiment d'abord, ça a été pour moi une question, parce que je ne savais pas moi-même au juste ce que c'était, et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à réfléchir et à enquêter. Ce n'était certainement pas une évidence au départ. Ce n'était pas une évidence. Et d'ailleurs, tout au long de ce livre, je vais progresser dans la réflexion en m'appuyant d'abord sur l'acte de naissance de notre nation, la Révolution française, et l'abbé Sieyès qui lui donne une première formulation. Mais... Et puis ensuite, je vais m'intéresser à la notion d'individu. Je vais montrer qu'il n'y a pas de nation sans individu, qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est une nation sans comprendre l'émergence d'une société où l'individu existe. Non seulement il existe, mais il est valorisé. Ça, c'est un fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et puis, je vais ensuite réfléchir au lien social, à ce qui fonde nos relations avec, je vais m'appuyer notamment sur la sociologie et l'anthropologie. Mais tout ça, je le fais en professeur de philosophie, c'est-à-dire que c'est un livre qui s'adresse à tous et pas du tout à des spécialistes. C'est un livre qui est facile à lire, que chacun pourra comprendre aisément. C'est un livre grand public et c'est un livre très clair. Mais alors justement, je reviens à ma question. Oui. Au bout de vos interrogations, de vos enquêtes et de votre écriture, si on avait à définir la nation, aujourd'hui en 2022, vous la définiriez comment? C'est un concept, c'est un mouvement, c'est quoi? Comment pourrait-on la définir? Je dirais que la nation, c'est une façon de construire l'unité politique d'une société à partir de l'individu, et non pas à partir de groupes sociaux ou de groupes communautaires. Oui. C'est-à-dire que la nation, elle donne à la loi, dès le départ, un caractère public. Il n'y a pas une loi pour tel groupe et une autre loi pour tel groupe. Et c'est précisément parce que la nation est à l'origine de la loi qu'elle est la loi de tous. D'accord. Et donc, elle est la loi de tous. Il y a un côté universaliste aussi. Absolument, c'est ça. Ce caractère universel, et c'est le sens même du service public, puisque la loi est le premier service public, car grâce à elle, elle assure les libertés, la sécurité de chacun. Mais ensuite, ces services publics vont historiquement se développer. L'éducation va devenir un service public. Elle l'est déjà au début de la Révolution française, mais beaucoup plus après. On sait qu'à partir du XXe siècle, elle va devenir réellement. L'hôpital va devenir un service public. La santé va devenir une question publique, une question nationale au fond, et non pas une question simplement un bien commun. Et non pas une question. Pas de question catégorielle, voilà, pas une question. Exactement. Alors justement, donc la nation, en fait, si je vous comprends bien, c'est quelque chose qui unit, pas qui égalitarise, mais enfin qui égalise, mais qui unit et qui permet à chacun, en tout cas, d'avoir sa marge de manœuvre ou sa marge d'harmonie pour prospérer. C'est un peu ça, le cadre. Oui, c'est un cadre, et cela suppose aussi que la loi soit faite par les citoyens.
Donc il y a un aspect démocratique dans la nation qu'on ne peut pas supprimer, qui lui est essentiel. La loi n'est pas d'origine divine. La loi n'est pas un diktat, même d'un philosophe, comme chez Platon, par exemple. C'est pas une vérité révélée d'un livre saint ou d'un livre ou d'une Bible. C'est une loi faite par les hommes et pour les hommes. Une loi imparfaite, comme les hommes aussi. Tout à fait. Mais alors justement, parlons aujourd'hui, nous sommes en 2022, votre livre vient de paraître, on voit très bien que le service public connaît une certaine décomposition, pour ne pas dire une décomposition certaine. Et est-ce que cet individu, vous parlez de l'individu, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, je pose la question, en se disant, écoutez, l'individu c'est tout, on a vu ce que ça a donné aussi comme ravage, la société n'est pas grand-chose, et d'abord moi, mon identité, c'est ce qui compte par rapport au reste. Et on voit que le service public devient un service, j'allais dire un jeu de mots privé ou de privation, mais on voit ça aujourd'hui. Alors oui et non. Oui, parce que votre constat est juste. Effectivement, il y a une désagrégation du lien social. L'individu ne se sent plus engagé, ne se sent plus responsable du monde commun. Et non, parce que l'individu, moi, je ne le définis pas comme un ego, mais d'abord comme un être qui est reconnu comme unique et singulier, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'un être singulier? C'est un être qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas réduire à une appartenance... On ne peut pas catégoriser, à une catégorie. On ne peut pas dire c'est un ceci ou c'est un cela. Quand Stendhal, par exemple, utilise souvent ce terme, il parle d'une personne singulière, d'un style singulier, c'est pour dire justement le caractère absolument indéfinissable et unique de chaque être. D'accord. Et donc, il ne s'agit pas ici de l'ego, c'est-à-dire celui qui ne pense qu'à son intérêt. Il s'agit d'autre chose, l'individu. Alors, on va continuer à en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. On revient tout de suite pour poursuivre donc cet échange autour de la nation avec notre invité du jour. Ce sera votre tour de poser vos questions. Le mot nation vous parle-t-il à l'ère de la mondialisation, de l'hypermobilité, des no borders? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Didier Lemaire, petite philosophie de la nation chez Robert Laffont, agrégé de philosophie, professeur de philosophie et actuellement écrivain. Ce qui n'empêche pas qu'on enseigne aussi par le livre. Mais alors, Didier Lemaire, parlons-en aujourd'hui. On parle beaucoup, vous le savez, des notions de droite et de gauche qui seraient remplacées en tout cas par, on voit le souverainisme, contre-mondialisme, les gens qui sont, vous savez, les gens de quelque part et les gens de nulle part, les gens d'ailleurs, la fameuse définition de David Goodhart, anywhere, nowhere, somewhere. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en plein dans ce débat qui est un débat qui, effectivement, enflamme aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand on voit des chefs d'État comme le nôtre parler beaucoup plus de l'Europe que de la France, quand on voit, effectivement, que depuis Mitterrand, on en parlait hors antenne, effectivement, l'Europe a été mise au devant. Quel rôle peut jouer la nation? Et surtout, est-ce qu'on ne s'est pas déshabitué, est-ce qu'on ne nous a pas déshabitués à parler de la nation? Oui, alors ce terme de nation a été abandonné par la gauche, je pense aussi avec comment dire, un passage d'une philosophie qui défendait l'égalité à une philosophie qui a défendu plutôt l'identité. Pourtant, la gauche était nationale. La gauche, très nationale. Oui, elle était nationale. Et d'ailleurs, c'est l'acte même fondateur du terme droite et gauche. C'est ce que je rappelle au début de mon ouvrage. C'est-à-dire que la gauche, c'est ce qui a voté l'existence même de la nation, puisqu'à ce moment-là, on a retiré au roi la possibilité de s'opposer aux lois de l'Assemblée nationale. Et ce qu'on appelle la gauche, c'est la partie des personnes de cette Assemblée qui ont voté, il faut le rappeler, qui ont voté contre cette possibilité que le roi avait de suspendre la loi. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, la nation, d'ailleurs,
à droite comme à gauche, on parle beaucoup plus, encore une fois, sinon aujourd'hui, de l'Europe. Alors effectivement, la France n'est plus ce qu'elle était, etc., etc. Bon, on connaît la logomachie, mais enfin, quand même, il y a une nation, comment ça se fait qu'on n'en parle pratiquement plus? En tout cas, qu'on ne la sent plus même. C'est même pas en parler, c'est d'en avoir conscience. Il y a la construction de l'Europe qui est à la fois sans doute une très bonne chose pour la paix et pour notre développement et pour l'unité des peuples. Mais cette construction de l'Europe, elle s'est faite aussi contre la nation, ou en tout cas à côté d'elle. Et elle s'est accompagnée dès les premières années de sa construction par un démantèlement des services publics au nom de l'Europe libérale, d'une grande privatisation qui était attendue de tous ces services publics. Donc on a par là même, en affaiblissant, en démantelant les services publics, on a par là même affaibli la conscience nationale et la nation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est que la nation, et nos concitoyens ne le savent plus eux-mêmes, parce qu'ils n'en voient plus les fruits de cette nation. Moi qui ai été enseignant, je suis parfaitement scandalisé par le fait que nous avons l'école des pays de l'OCDE la plus inégalitaire qui soit. C'est-à-dire que nous avons un des budgets les plus élevés des pays de l'OCDE dans l'éducation nationale, oui. Mais cette école, finalement, elle entérine et elle renforce ce qu'elle ne faisait pas au début du siècle. Elle était un ascenseur social. Elle renforce les inégalités sociales. Ça veut dire que le service public n'est plus à la hauteur de sa mission. Et il faut en prendre acte aujourd'hui que nos services publics, à commencer par l'éducation nationale, ne remplit plus sa mission. Alors, comme la police aujourd'hui ne peut plus remplir sa mission, elle en est empêchée. Toutes les demi-heures, un policier est attaqué en France, je le rappelle quand même, ce n'est pas rien. La justice ne remplit pas non plus sa mission parce qu'elle n'a plus les moyens même de rendre justice et de punir. Donc c'est très problématique. La nation s'est affaiblie depuis 30 ans. Et c'est la gauche qui a commencé, mais la droite a continué, je veux dire, sous des présidents vous dites, de pour droite. Vous, la gauche Mitterrand a commencé, ça a commencé sous Mitterrand, ce travail de, entre guillemets, dénationalisation? Oui, je crois que dans l'idéologie, ça s'est vu avec le dévoiement du combat antiraciste qui est devenu un combat identitaire et non plus un combat pour l'égalité, et qui a pris une tournure totalement délétère, puisque ça a été le début d'une façon de fractionner la nation, de la fracturer, pardon. Ça a été une façon d'opposer des hommes ou des groupes à des autres. Absolument. Et ça a fait le déchirement que l'on connaît et dont on subit aujourd'hui les effets, et enfin les conséquences. Mais à l'éducation nationale, puisque c'est votre vocation et votre métier, à ce que vous avez exercé, comment s'est faite cette espèce de décomposition du service public, alors que c'était un des grands services publics, avec la santé d'ailleurs, de la France? Je crois que peu à peu, l'école a renoncé à sa mission d'instruire. Elle est devenue plus un lieu de convivialité, aussi un lieu de tri social des élèves, ce qui est assez violent d'ailleurs. C'est assez violent parce que... Tri social, on met les bons et les bonnes familles d'un côté, les autres de l'autre. Oui, c'est ce qui s'est passé de fait quand on a revu la carte scolaire et qu'on a finalement construit des lycées de quartiers populaires et d'autres lycées. Il n'est pas forcément mauvais qu'il y ait des lycées d'élite. Hein. La question n'est pas là. Mais après, il y a des questions qui sont relatives aussi au programme, à la lourdeur de ces programmes, à la manière d'enseigner, à une démission progressive des buts de l'école. Et en fait, donc, pour revenir à la nation, pour revenir à cette philosophie de la nation... est-ce que vous trouvez aussi que les symboles, je dirais que les médias ont peut-être un rôle à jouer, ou sûrement, enfin à mon avis, que cette notion française, moi ça m'a vraiment frappé pour prendre des symboles. Comment il se fait qu'aujourd'hui, si vous plantez votre drapeau français dans un jardin ou sur votre balcon, vous êtes, en tout cas pour une partie des gens, qualifiés d'extrême droite? Comment il se fait que le drapeau français
pour un certain nombre de gens, le drapeau français, bleu, blanc, rouge, là aussi, la Révolution, est devenu un symbole de l'extrême. Mais parce que justement, l'abandon de la nation a laissé ce terme et ces symboles à d'autres qui, à mon avis, l'ont totalement dévoyé, parce que l'extrême droite, elle ne défend en réalité pas la nation ni un idéal démocratique national, elle défend tout à fait autre chose. Une idéologie... Et comment il se fait que la gauche, comme vous disiez au départ, on va pas y revenir, vous disiez qu'au départ, contre le roi, s'est affirmé pour les lois nationales, a fait l'État. Comment ça se fait que cette gauche aussi a totalement, au nom de leurs idéaux, enfin quels idéaux, ont jeté la nation avec l'eau du bain? Rappelons tout de même que Mitterrand s'est fait passer pour un homme de gauche qu'il n'a jamais été tout de même. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des antécédents dans l'histoire de la gauche française, des antécédents marxistes. Oui. Oui, c'est vrai que Marx, internationaliste, etc., on sait, mais enfin, il n'y avait pas que la gauche marxiste-léniniste. Non. Il y a toujours eu une autre gauche qui n'était absolument pas... Alors là, on aborde une autre question qui est, je crois, la question que j'aborde à la fin de mon livre, au passage, c'est la question finalement de l'état de notre démocratie et du débat public. Ce que j'appelle la démocratie, enfin pas moi personnellement, hein, ce que j'ai nommé dans la fin du livre la démocratie d'opinion, le clientélisme qui fait que l'on s'adapte à des préjugés ou à des croyances et que l'on renonce à porter des valeurs, un combat, un programme, que l'on abandonne une vision finalement politique et des objectifs à long terme, puisqu'une nation, ça se construit pas à court terme. Il ne s'agit pas de répondre à des préoccupations quotidiennes, mais de prévoir l'avenir. Une logique consumériste et marchande. C'est ça. Et je pense que nous avons basculé depuis 30 ans dans une démocratie d'opinion où finalement les politiques ne sont plus à la hauteur de leur mission. Ce ne sont plus des chefs d'État, ce sont de très très bons communicants, d'excellents communicants. Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas de vision politique. Ils n'ont pas de. Et donc la nation, effectivement, comment mettre la nation dans une vision à court terme, alors que, comme vous le dites, essentiellement, c'est une vision à long terme. On va en parler avec nos auditeurs. Alors, on a aujourd'hui Pierre Delin comme premier auditeur. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est un sujet complexe que vous abordez. Oui, pas simple, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien. Oui, et Pierre, on vous écoute. Alors, moi, je donne le cadre. Moi, je suis ancien flic, je respecte tout le monde. C'est pas les races qui sont un problème, c'est la fabrique de ces races et de ces différences qui est réalisée, selon moi, par l'État. Déjà, on ne peut pas faire nation quand rien n'est décidé dans notre pays. Je ne fais aucune politique. Je suis pas fan de Florian Philippot, des Brexiteurs. J'en ai rien à cirer de la politique, même si j'admire certains comme Alain Houpert, mais il en reste très peu de valables. Si on décide rien dans notre pays, il n'y a pas de nation. C'est comme ça. Pour moi, la nation, soit on décide chez nous, soit on n'a pas de nation. La seule chose que je constate, c'est que dans ma famille, il y a des gens qui ont voulu partir à l'étranger et qui sont partis. On leur a demandé de parler la langue, on leur a demandé d'avoir de l'argent sur leur compte. En gros, on leur a demandé de montrer patte blanche. Nous, on fait croire à des pauvres gens, parce qu'un Algérien, au final, il n'a qu'une envie, c'est vivre en Algérie auprès de sa famille. On fait croire à des pauvres gens qui vont être mieux chez nous, et puis l'État, par les aides, par son laxisme, fabrique le racisme et fabrique la différence entre les races. La race humaine, c'est la seule race qui existe pour moi. Quand j'étais policier, jamais je n'ai arrêté quelqu'un par rapport à sa race. J'ai toujours arrêté quelqu'un, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Youssouf, Mohamed, quand c'est un crevard et qui apporte rien à la France, eh bien ça reste un crevard, quel que soit le prénom. Voilà. Et pour moi, vous voyez, je suis chrétien jusqu'au bout des ongles. On m'a jamais appris le rital, je suis d'origine italienne. Je suis chrétien jusqu'au bout des ongles. Mais pour moi, voir une femme voilée dans la rue ou voir un prêtre dans sa tenue, ça m'embête. Voilà. Pour moi, la religion, ça se pratique tranquillement dans son domicile. Dans le privé. On emmerde personne et on se respecte les uns les autres.
pour moi, la question aujourd'hui, monsieur, c'est est-ce que c'est pas l'État, de par son laxisme, et quand on voit les déclarations de Papendiaï à New York, il y a aucune question à se poser, c'est un technico-commercial pour diviser les gens. Pour moi, c'est l'État qui crée les divisions, et c'est l'État qui crée le racisme entre les races. Et c'est l'État peut-être justement qui fait que la nation s'estompe comme elle s'estompe. Didier Lemaire, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de... Oui, la France a toujours été, c'est un pays d'ailleurs un peu particulier par rapport aux pays scandinaves par exemple, ça a toujours été un pays, une terre d'accueil et un pays d'immigration. Cette immigration, elle s'est faite tout au long du XXe siècle, de manière parfois difficile, mais tout de même assez paisible. Assez paisible, et justement avec, elle a porté ses fruits, une assimilation, un enrichissement. Et à partir du moment où on a ouvert cette immigration et que l'on n'a plus donné les moyens de s'assimiler, par exemple par une concentration de population sur un territoire, effectivement, on a encore une fois affaibli la nation. Cette question, effectivement, de l'immigration est une question tout à fait importante. Parce que s'il n'y a pas assimilation, s'il n'y a pas intégration, comment voulez-vous qu'ils soient nationaux ? Enfin, et si la nation n'existe pas, elle s'effrite dans cette histoire et elle n'existe plus, c'est très vrai. Merci Pierre. Alain ? Alors là, on va d'abord faire une petite pause pub et on revient juste après avec Maurice Théotsène. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nos auditeurs aussi, là, non ? Absolument. Maurice des Hauts-de-Seine qui attend toujours. Bonjour Maurice. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Le Maire. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que depuis 1945, je n'ai encore jamais compris pourquoi les Français n'aiment pas la blanquette de veau. Non, vous savez ce que c'était ? Ah non, juste, je vais vous dire, on va pas perdre du temps là-dessus. Le je n'aime pas, quand vous voyez ça dans le générique, c'était les slogans authentiques qu'envoyait Radio Londres aux résistants au moment de 40-44. Voilà. Je plaisantais, Monsieur Berkov. Je sais. Non, mais je rappelle ça parce que vous savez pourquoi ? On m'a déjà posé la question. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'était une plaisanterie. D'accord. On vous écoute. J'ai souhaité réagir quand vous avez, Monsieur Berkov, vous avez posé la question à Monsieur Le Maire. Qu'est-ce que la nation ? Ouais. Et moi, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, à moi, c'est que la nation, c'est l'identité. C'est d'abord une identité, et ça, c'est vraiment c'est vraiment le trait principal de la nation, c'est d'abord une identité, et c'est très important parce que quand on perd son identité, on rentre dans un trouble de l'identité. Et quand un individu, un groupe a un trouble de l'identité, c'est quelque chose de comment dirais-je, de grave. Oui, ça produit un sacré déséquilibre, il faut le dire. Absolument, voilà. Donc en fait, ce que moi je ressens, ce que nous vivons actuellement, on est dans un trouble de l'identité entretenu et provoqué. On essaye de nous dissocier de la notion de nation. Parce qu'en fait, la nation, en tant qu'elle est une identité, c'est une raison pour le... En fait, la nation, c'est une identité et c'est aussi synonyme de peuple. D'accord. Alors, souvent, la nation et le peuple sont deux notions qui vont ensemble. Et quand on perd la notion de nation ou la notion de peuple, on n'a plus aucune raison de lutter pour gérer ou pour contrôler ce qui serait bon pour le peuple. J'ai bien compris. Je voudrais que justement vous faire réagir Didier Lemaire. Au fond, y a-t-il encore, posons la question brute de décoffrage, y a-t-il encore un peuple français ? Parce qu'on parle du peuple français, les sondages, les référendums, les élections, etc. Mais c'est quoi le peuple français aujourd'hui ? Ça veut dire, en fait, en filigrane, c'est quoi la nation française aujourd'hui, pour le parler de nous ? Alors, je distinguerais quand même deux choses. La nation au sens politique, que j'ai défini tout à l'heure, comme communauté d'individus qui vise un bien universel, et
une unité qui est celle des Français, de leur culture, et qui est une unité qui est en mouvement, qui se transforme. La langue française, elle n'a pas toujours été la même, elle évolue, et d'ailleurs heureusement, parce que sinon ce serait une langue morte. La culture française, la gastronomie par exemple, a une histoire, elle évolue, et parler d'identité de ce point de vue-là est problématique, parce que cette identité, au fond, d'abord elle est en relation avec d'autres identités, ou en tout cas d'autres cultures, et elle n'est pas quelque chose de fixe. Il n'y a pas de modèle identitaire pour appartenir à la nation. Il y a simplement un modèle politique et citoyen. Alors que la nation repose sur une culture commune, oui, tout à fait. Et cette culture... C'est même fondamental. C'est même fondamental. Et cette culture, nous le savons, nous l'avons héritée en partie des Grecs, qui est une culture universaliste, qui cherche la rationalité. Nous l'avons héritée des chrétiens, qui est une culture de la personne, puisque le christianisme est une religion de la personne, et l'humanisme, finalement, qui est le trait commun de notre culture, et sa direction aujourd'hui a opéré une sorte de synthèse de ces deux grands courants, et constitue pour nous une culture commune qui infuse... Oui, les Lumières, la Renaissance, etc. Qui infuse dans nos mœurs, dans nos règles de civilité, dans notre façon de manger, dans notre façon de parler. Mais justement, est-ce qu'elle infuse encore? Alors, that is the question. Oui, à partir du moment où la nation ne se fait plus, effectivement, des groupes qui se basent sur des identités distinctes et même opposées, en rivalité, peuvent se constituer. Et je ne crois pas que la bonne réponse à cette fracture nationale et à cette fracture identitaire soit d'opposer une identité à une autre. Bien sûr. Et on le voit pas seulement dans la religion, mais dans le woke ou dans des mouvements comme ça. Enfin, on en a parlé suffisamment. Un autre auditeur. Oui, merci Maurice. Et on prend tout de suite Françoise d'Alès. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour André, bonjour à Alain et bonjour à votre invité. Voilà, je vous appelle parce que je me suis posé une question hier. Voilà, je me suis demandé, et ça, disons, je suis tout à fait d'accord là avec tout ce qui vient d'être dit, mais je rebondis à ce que vous avez dit, André, en début d'émission, par rapport à cette enseignante qui s'est agressée en demandant à une élève d'enlever son voile. Oui. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'en philosophie, surtout, et en histoire, et je trouve que c'est dommage, mais pour éviter tous ces problèmes, puisque la loi n'est pas appliquée, la loi sur les signes religieux ostentatoires, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faudrait ne plus enseigner le sacré? C'est-à-dire parler de dire que... Ne plus enseigner les faits religieux, vous voulez dire? Oui, oui, voilà, par exemple, dire que la France a des valeurs chrétiennes, comme vient de vous dire notre invité, que parler des 3 religions monothéistes, mais ne pas rentrer dans les détails pour éviter tous ces soucis. Donc, voilà, c'est vrai que c'est difficile par rapport à la liberté d'expression, mais je me suis posé la question. Oui, je comprends. Pour moi, le sacré, ça fait partie de, J'ai bien compris. De la sphère privée. J'ai bien compris. Voilà. Mais est-ce qu'il faut, alors juste, dit le maire, c'est la fin de l'émission, juste en une phrase, est-ce que ce n'est pas un peu cacher ce sein que nous aurez voir? Est-ce qu'en éliminant justement l'enseignement du sacré, est-ce qu'on éliminerait le problème? Moi, en tant qu'enseignant, j'ai réussi à faire réfléchir à mes élèves au sacré sans difficulté. Je crois que quand on prend de la hauteur, et c'est le rôle de l'école d'en prendre, on peut parvenir très bien à des discussions apaisées. Le problème, il n'est pas celui-là. Le problème, il est celui de la fièvre islamiste qui se répand dans notre société et de ces idiots utiles qui le légitiment. Et vous dites que, effectivement, et je vous rejoins là-dessus, on peut parler de tout. Tout dépend de comment on en parle. Mais il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de terrain tabou. En tout cas, le philosophe, lui, parle de tout. Bien sûr. Bien sûr, c'est son rôle. Bien sûr. Sans tabou. Le problème, effectivement, c'est qu'il ne faudrait pas arriver à cette espèce d'autocensure provoquée. Là, on revient à la violence et tout ça. Enfin, c'est un vaste sujet. En tout cas, lisez ce livre. Je vous le recommande, Petite philosophie de la nation. Il est bon de savoir quand même d'où on vient et surtout à quel territoire, qu'il se soit mental, moral, géographique ou autre,
on appartient. C'est très important. Merci beaucoup Didier Lemaire. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et donc auteur de ce livre Petite philosophie de la nation aux éditions Robert Laffont. Nous on revient demain avec André Berkoff et Céline Alonso qui recevront Jean-Marie Bigard dans la culture dans tous ses états. Et tout de suite, Brigitte Lahaie reçoit Sandy Boulanger, relaxologue, sexothérapeute, pour vous donner des conseils pour rebondir après un trauma, une grave maladie et retrouver une sexualité harmonieuse. À demain.